Les flèches de cristal de Xantari Prime perçaient le ciel violet telles d'immenses aiguilles de lumière. Chaque tour vibrait d'une puissance ancestrale, leur surface reflétant les soleils jumeaux qui baignaient la planète d'un crépuscule éternel. Aujourd'hui marquait le 1000e cycle depuis le dernier grand rassemblement, et des représentants de toute la galaxie étaient venus assister à l'assemblée du millénaire. La haute conseillère Vex Terra de l'Empire zalitien ajustait sa robe flottante en entrant dans la grande chambre. Sa peau bleu pâle scintillait sous la lumière artificielle, et ses 4 yeux scrutaient les délégués rassemblés avec une arrogance maîtrisée. Les Xilitiens régnaient sur leur coin de la galaxie depuis 10 000 ans, et Vex Terra se comportait avec noblesse, avec la certitude absolue de sa supériorité. De l'autre côté de la salle circulaire, les représentants vortiens se tenaient en parfaite formation. Leurs corps gris, semblables à ceux d'un insecte, restaient immobiles tandis que leurs yeux composés analysaient chaque détail de la pièce. Le calculateur suprême Z9 menait leur délégation, sa voix mécanique traduisant les concepts émotionnels en probabilités mathématiques. Sa voix mécanique traduisait des concepts émotionnels en probabilités mathématiques. Les Vortas croyaient en l'ordre par-dessus tout, et le chaos n'était qu'une équation à résoudre. Dot, le domaine Krex, avait revendiqué la partie de la salle. Le général Thakmor, dont la peau rouge cicatrisée portait les stigmates de 100 batailles, était assis avec une précision militaire. Son peuple était avant tout guerrier, privilégiant tout le reste. Il ne respectait que la force et avait bâti son empire en écrasant quiconque osait s'opposer à lui. De plus petites délégations occupaient les espaces restants. Les chanteurs des profondeurs aquatiques flottaient dans leurs combinaisons environnementales, fredonnant des chants bas qui se traduisaient par des salutations polies. Les êtres énergétiques, appelés luminaux, vacillaient. Entre le visible et l'invisible, leurs pensées apparaissaient comme de brefs éclairs de lumière colorée. Des dizaines d'autres espèces complétaient l'assemblée, chacune représentant son propre pan de la civilisation galactique. Point. Au centre de la chambre se dressait le pilier des archives, un cristal massif qui contenait les souvenirs et la sagesse de civilisations disparues. La plupart des délégués l'ignorèrent, considérant le passé révolu comme sans rapport avec le présent vivant. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, les archives allaient parler. La haute conseillère Vexitara rappela l'assemblée à l'ordre d'un geste qui attirait immédiatement l'attention. Sa voix résonna dans toute la salle sans amplification, une astuce de la biologie xilitienne qui ne manquait jamais d'impressionner les espèces inférieures. Nous nous réunissons comme nos ancêtres pour partager nos connaissances et maintenir la paix qui a béni notre galaxie pendant 1000 cycles, commença-t-elle. Les anciennes menaces ont disparu, les jeunes espèces restent contenues et la civilisation prospère sous une direction appropriée. Des murmures d'accord ont parcouru la salle. L'ordre actuel a bel et bien apporté la paix des forts gouvernant les faibles. Des puissances établies maintiennent leur position. Les menaces potentielles sont éliminées avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Calculateur suprême. Z9 se leva, ses articulations mécaniques claquant doucement. Le collectif Vorton a calculé une probabilité de 4,97, 3 pour une stabilité continue pendant les 1000 prochains cycles. Le développement de nouvelles espèces reste dans des limites acceptables. Aucune menace significative n'a été identifiée, renifla le général Thakmor, un grincement semblable à celui d'une pierre à grincer. Mes éclaireurs n'ont rien trouvé de digne d'être conquis dans les bras spiraux extérieurs, juste des primitifs jouant avec le feu et des outils de pierre. La galaxie appartient à ceux qui sont assez forts pour la défendre. Les autres délégués hochèrent la tête avec satisfaction. Tout était comme prévu. La civilisation était en sécurité, l'ordre était maintenu, et l'avenir s'annonçait radieux pour ceux qui le méritaient. Puis le pilier des archives se mit à briller. L'ancien cristal pulsait d'une lumière bleu profond, des motifs d'énergie tourbillonnant à travers sa structure cristalline tels des éclairs piégés. Le silence retomba dans la salle, tandis que les délégués se tournaient vers la relique en train de s'éveiller. La plupart n'avaient jamais vu les archives s'activer. Certains se demandaient si elles fonctionnaient mal, Dot. La lumière s'intensifia et, lentement, une silhouette se dessina au-dessus du pilier. Elle était grande et mince, avec une peau de bronze poli et des yeux qui supportaient le poids des âges. Ses vêtements étaient simples mais élégants, taillés dans un style antérieur à toutes les civilisations actuelles. C'était l'aîné des Kedvars, la première espèce à atteindre la civilisation galactique et la dernière à disparaître volontairement dans l'histoire. Enfant des étoiles,
La voix de l'aîné résonna étrangement, comme si elle s'adressait à travers les lointains du temps. Je vous apporte un avertissement de la part de ceux qui nous ont précédés. Le haut conseiller Vexitara fronça les sourcils. Les archives étaient rarement activées, et lorsqu'elles l'étaient, elles partageaient généralement des données scientifiques ou des documents historiques. La communication directe était sans précédent. « Honoré aîné, dit-elle prudemment, quel avertissement apportez-vous? Notre civilisation est forte, notre paix est assurée. » Le regard ancien de l'aîné parcourut les délégués, et beaucoup ressentirent un frisson désagréable. « Votre paix est illusoire, votre force est fragile. Une tempête approche qui bouleversera toutes vos croyances en matière de pouvoir et de survie. » L'esprit mécanique du calculateur suprême Z9 commença immédiatement à analyser la déclaration. « Veuillez fournir des données précises concernant cette menace. Quelle espèce? Quelle technologie? Quelle chronologie du contact ?» L'aîné leva la main et des images apparurent dans l'air autour de la chambre. Un petit monde bleu tournoyait autour d'une étoile jaune. De vastes océans et des continents verdoyants. Des cités de verre et de métal s'étalant à la surface tels des motifs géométriques. Ils appellent leur monde la Terre, dit l'aîné, la troisième planète à partir de leur étoile, dans ce que vous appelez le bras d'Orion. Ils se disent humains. Le général Takmor se pencha en avant, son instinct guerrier éveillé. Les images montraient des villes, mais aussi autre chose. De vastes complexes qui ne pouvaient être que des installations militaires. Des véhicules se déplaçant dans l'air et l'eau, des structures qui s'étendaient vers les étoiles. « Montrez-moi leurs armes » grommela-t-il. « Montrez-moi leurs armées » fit l'aîné avec un geste, et de nouvelles images apparurent. Mais au lieu d'énormes machines de guerre ou d'armes énergétiques, les délégués virent quelque chose de bien plus étrange. Les humains, mammifères bipèdes à la peau douce et dépourvus d'armes naturelles, traversent des environnements qui auraient dû les tuer. Des humains dans des déserts gelés, construisant des abris de glace et chassant des créatures 10 fois plus grandes qu'eux. Des humains dans des déserts brûlants, trouvant de l'eau là où il n'y en aurait pas. Des humains dans des jungles denses, transformant des plantes vénéneuses en médicaments. « Voici leur arme », dirent doucement les anciens. Ils s'adaptent, ils survivent. Ils refusent d'accepter l'impossible. La chambre explosa en murmures confus. Le haut conseiller Vexitara étudia les images avec une perplexité croissante. Ces créatures n'avaient ni écailles, ni chitine, ni armure naturelle. Leurs griffes étaient minuscules, leurs dents émoussées et elles semblaient extrêmement fragiles. « Honorable aîné, dit-elle lentement, vous ne sous-entendez tout de même pas que ces mammifères représentent une menace pour la civilisation galactique. Ils semblent être des primitifs qui ont à peine appris à quitter leur monde. » L'expression de l'aîné devint triste. C'est bien ce que nous pensions. C'est ce que toutes les espèces ont pensé lors de leur première rencontre avec l'humanité, et c'est pourquoi elles sont si dangereuses. Calculatrice suprême. Les yeux composés de Z9 cliquèrent tandis qu'ils fixaient les images. Impossible. L'adaptation biologique nécessite des milliers de générations. Aucune espèce ne peut changer sa nature fondamentale assez rapidement pour survivre dans des environnements multiples et incompatibles. Et pourtant, elles y parviennent, répondit l'aîné. Regardez, les images changeaient, montrant l'histoire humaine se succédant rapidement. Des périodes glaciaires qui auraient dû les anéantir, mais qui ne l'ont pas fait. Des éruptions volcaniques qui auraient dû mettre fin à leur civilisation, mais qui ne l'ont pas fait. Des épidémies qui auraient dû détruire leur espèce, mais qui ne l'ont pas fait. Chaque catastrophe était suivie d'un rétablissement, d'une croissance et d'une expansion vers de nouveaux territoires. Ils ne s'adaptent pas par la seule évolution, expliqua l'ancien. Ils s'adaptent par l'apprentissage. Ils s'adaptent par la coopération. Ils s'adaptent par un refus obstiné de mourir. Le général Takmor se leva, les poings meurtris serrés. Impossible. Aucune espèce ne survit par la faiblesse. Seuls les plus forts endurent. L'ancien se tourna pour faire face au général du Krek. Vous définissez la force comme la capacité à détruire vos ennemis. Les humains définissent la force comme la capacité à transformer leurs ennemis en amis. Vous construisez votre puissance en écrasant les autres sous vos pieds. Les humains construisent leur puissance en élevant les autres à leur côté. Ridicule, s'exclama Vexitara. La civilisation exige une hiérarchie. L'ordre exige que le supérieur guide l'inférieur. Ces humains ont l'air d'anarchistes. Le visage antique de l'aîné exprimait peu être de l'amusement. Dites-moi, ô conseiller,
Combien d'espèces servent votre gouvernement par choix plutôt que par conquête? Les 4 yeux de Vexitara se plissèrent. L'Empire xylitien guide les espèces inférieures pour leur propre bénéfice. Ils servent parce que nous savons ce qui est bon pour eux. Et vous, calculateur suprême? L'Ancien se tourna vers Z9. Combien de vos espèces soumises ont demandé à rejoindre le collectif Vortin? La voix de l'être mécanique était impassible, mais son silence était révélateur. Le collectif intègre les espèces selon des calculs d'efficacité. Les préférences personnelles sont des variables sans importance. Et vous, général? L'Ancien affronta Takmor en dernier. Combien de mondes rejoignirent la domination des Krex sans avoir été conquis au préalable? Le rire du guerrier à la peau rouge était rauque. Aucun, comme il se doit. Le faible existe pour servir le fort. L'Ancien hocha lentement la tête. Alors vous ne comprenez rien à la vraie force. Laissez-moi vous expliquer. Les images changèrent à nouveau, montrant des humains dans des situations qui auraient dû être désespérées, de petits groupes confrontés à des difficultés insurmontables, des individus confrontés à des circonstances impossibles, des populations entières refusant de se rendre, même lorsque la défaite semblait certaine. Ils débarquèrent sur une plage en Normandie, raconta l'aîné, montrant des humains prenant d'assaut des positions fortifiées malgré des pertes dévastatrices. Le choix logique était la retraite. Ils avancèrent malgré tout. Ils étaient piégés dans une ville appelée Stalingrad. Les images se modifièrent pour montrer une guerre urbaine au milieu des ruines. Le choix logique était la reddition. Ils combattirent malgré tout. On leur avait dit que leur espèce ne volerait jamais. Les nouvelles images montraient des avions primitifs décollés. Le choix logique était d'accepter cette limitation. Ils volèrent quand même, suprême, calculatrice. L'esprit mécanique de Z9 peinait à traiter ce qu'il voyait. Calculatrice. L'esprit mécanique de Z9 peinait à traiter ce qu'il voyait. Ces actions sont statistiquement improbables. Aucune espèce rationnelle n'accepterait de telles pertes pour un gain stratégique minime. C'est exactement le problème, dit l'aîné. Les humains ne sont pas toujours rationnels. Ils sont bien plus dangereux. Ils sont déterminés. Les délégués rassemblés commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Les images étaient impressionnantes, mais il s'agissait clairement de conflits primitifs menés avec des armes rudimentaires. La civilisation galactique moderne possédait une technologie capable de stériliser des mondes depuis l'orbite. Le général Takmor exprima ce que beaucoup pensaient. Ces exemples historiques sont sans importance, anciens. Quels que soient les accomplissements de ces humains, ils seraient impuissants face à la technologie militaire moderne. Un seul croiseur de combat Krek pourrait conquérir leur monde entier. Le visage de bronze de l'Ancien s'assombrit. C'est ce que nous pensions aussi. C'est ce que nous nous sommes dit lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois il y a 50 000 ans. La salle se tut. Il y a 50 000 ans, les prédécesseurs avaient disparu de l'histoire galactique, ne laissant derrière eux que ruines et légendes. Vous les avez rencontrés? La voix du haut conseiller Vexitara n'était qu'un murmure. Nous les avons rencontrés alors qu'ils étaient encore plus primitifs qu'ils ne le sont maintenant. L'aîné a confirmé des outils en pierre, des habitations troglodytes, aucune technologie autre que le feu et des pierres tranchantes. Nous avons décidé de guider leur développement pour en faire des serviteurs utiles à notre empire. L'hologramme a clignoté, montrant des aperçus d'une civilisation antique bien plus avancée que tout ce qui existe dans la galaxie actuelle. Une civilisation antique bien plus avancée que tout ce qui existe dans la galaxie actuelle. Des villes qui flottaient parmi les nuages, des navires qui naviguaient entre les étoiles tels des vaisseaux antiques traversant les océans, une technologie qui semblait contourner les lois de la physique. Nous avions gouverné la galaxie pendant des millions d'années, poursuivit l'aîné. Nous avions façonné des milliers d'espèces pour répondre à nos besoins. Nous pensions que les humains ne seraient qu'un ajout de plus à notre empire. Que s'est-il passé? Demanda Zetnin, le calculateur suprême, bien que sa voix mécanique suggérait qu'il calculait des réponses qu'il ne voulait pas. Trouver. L'image de l'ancien commença à s'estomper légèrement, comme si l'effort de parler à travers le temps devenait trop grand. Ils apprirent. Tout ce que nous leur avions enseigné, ils l'apprirent. Tout ce que nous leur montrions, ils l'améliorèrent. Tout ce que nous pensions impossible, ils le rendirent possible. Mais votre technologie supérieure, Vexitara, commença sûrement. La technologie peut être copiée, interrompit l'aîné. Les armes peuvent être volées. Les navires peuvent être capturés et reconstruits.
Mais l'esprit humain, son refus d'accepter la défaite, sa capacité à trouver l'espoir dans des situations désespérées, son talent à inspirer les autres à se battre pour une cause meilleure, tout cela est invincible. Les images autour de la chambre laissaient entrevoir des aperçus d'une guerre ancienne, des vaisseaux prédécesseurs en flammes dans l'espace, des flottes humaines construites à partir de technologies récupérées, des mondes en rébellion, des civilisations choisissant la liberté plutôt que la sécurité. Finalement, dit doucement l'aîné, ils ne nous ont pas détruits, ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés de notre propre empire, nous ont montré que notre façon de gouverner par la peur et la domination empoisonnait tout ce que nous touchions. Nous avons choisi de disparaître plutôt que d'affronter la galaxie que nous avions créée. Le général Takmor frappa son siège du poing. Impossible. Aucune espèce primitive ne pouvait vaincre un empire galactique. La silhouette évanouie des anciens fixait directement le général des Krex. Ils ne nous ont pas vaincus grâce à une puissance de feu supérieure, générale, ils nous ont vaincus en faisant croire à nos propres sujets qu'ils méritaient mieux que l'esclavage. La salle s'est embrasée de voix furieuses, tandis que les délégués criaient questions et dénégations. Comment des mammifères sans griffes ni crocs pouvaient-ils menacer des guerriers en armure? Comment des créatures ayant vécu à peine un siècle pouvaient-elles défier des espèces ayant survécu pendant des millénaires? Comment des êtres émotifs et irrationnels pouvaient-ils surmonter la froide logique d'une technologie supérieure? Mais même en protestant, certains délégués commençaient à sentir une peur froide s'installer dans leur esprit. Les paroles des anciens portaient le poids d'une vérité absolue, et les images qu'ils avaient vues suggéraient des capacités qui n'auraient pas dû exister. La haute conseillère Vexi, Lara leva la main pour réclamer le silence, et lentement, la salle se tut. « Ancien Ketvar, dit-elle d'un ton solennel, supposant que votre avertissement soit fondé, que suggérez-vous que nous fassions de ces humains? La forme de l'ancien était désormais à peine visible, plus un souvenir qu'une substance. Ne les sous-estimez pas, ne les considérez pas comme des primitifs. Et surtout, ne leur donnez aucune raison de vous considérer comme des oppresseurs. Suggérez-vous que nous devrions craindre des mammifères qui ne maîtrisent même pas la vitesse de la lumière? La voix du général Takmor était pleine de mépris. Les derniers mots de l'ancien résonnèrent dans la chambre tandis que son image s'estompait enfin. Je suggère que si vous menacez ce qu'ils aiment, ils feront tout pour vous en empêcher. Et ils y parviendront. La lumière du pilier des archives s'éteignit, laissant les délégués dans un silence gêné. Pendant de longs moments, personne ne parla. L'avertissement flottait dans l'air comme la fumée d'un bûcher funéraire. Finalement, la haute conseillère Vexitara rompit le silence par un rire qui lui parut forcé, même à ses propres oreilles. « Eh bien, dit-elle, je suppose que même les grands prédécesseurs ont eu leur moment de paranoïa. Aucun d'entre vous ne croit que des mammifères sans armes naturelles puissent menacer nos civilisations ?» La voix mécanique du calculateur suprême Z9 claqua tandis qu'il traitait les données. La probabilité mathématique qu'une espèce spatiale menace les puissances galactiques établies est de 0,0001%. Les avertissements de l'ancien semblent fondés sur des informations obsolètes et une analyse émotionnelle plutôt que logique. Le rire du général Takmor était dur et moqueur. Les prédécesseurs étaient mous, ils régnaient par la technologie plutôt que par la force. Pas étonnant qu'ils soient tombés aux mains des primitifs. La domination des Krex écraserait ces humains comme des insectes. Dans la salle, d'autres délégués commencèrent à ricaner et à murmurer leur accord. La tension qui s'était installée pendant l'avertissement des anciens commença à se dissiper, remplacée par la confortable certitude que les espèces supérieures méprisent les espèces inférieures. De plus, ajouta Vexitera, que pourrait-il bien se passer? Si ces humains se trouvent réellement dans le bras d'Orion, ils sont à des milliers d'années-lumière de l'espace civilisé. D'ici à ce qu'ils développent le voyage interstellaire, s'ils y parviennent un jour, ils bénéficieront des conseils avisés de leurs supérieurs, rejetant l'avertissement de l'ancien comme les délires paranoïaques d'une espèce disparue. Mais dans les profondeurs du pilier des archives, d'anciennes banques de mémoire cristalline bourdonnaient de données stockées sur un petit monde bleu et ses habitants impossibles. L'avertissement avait été donné, la vérité avait été dite. En 3 cycles solaires, des éclaireurs à longue portée découvriraient la Terre et sa vaste civilisation humaine, et le rire du Conseil se révélerait prématuré. Le commandant Takrel ajusta son armure de combat, tandis que la 3e flotte émergeait de l'hyperespace aux confins du système solaire. Le guerrier Krex aux écailles rouges
sentit l'excitation monter dans sa poitrine tandis que ses capteurs commençaient à cataloguer la planète natale des humains. Après 3 cycles de débats suite à l'Assemblée du millénaire, le Conseil galactique avait finalement décidé de s'occuper du monde natal des humains. Après 3 cycles de débats suite à l'Assemblée du millénaire, le Conseil galactique avait finalement décidé de s'attaquer aux problèmes humains dont l'ancien Ketfar les avait mis en garde. Le général Thakmor lui-même avait choisi Takrull pour cet honneur. Le jeune Krex avait prouvé sa valeur lors de dizaines de campagnes contre des mondes primitifs. Ses tactiques étaient simples et efficaces. Déployer une force écrasante, écraser toute résistance et établir rapidement sa domination. Elles avaient fonctionné sur tous les mondes qu'il avait conquis. Il n'y avait aucune raison de s'attendre à ce que cette planète arriérée soit différente. Au rapport, grommela Takrull tandis que son assistant approchait. Les premiers scans confirment les données de l'ancien, dit le commandant, le lieutenant Vexka, ses doigts écailleux dansant sur les commandes des capteurs. Système stellaire unique. 3e planète, présentant d'importants centres de population et un développement industriel. Aucun signe de vitesse supérieure à la lumière. Des capacités, mais ils ont des vaisseaux spatiaux primitifs en orbite. Thakrull observa l'écran tactique flottant devant lui. La Terre flottait dans l'espace tel un joyau bleu-vert, ignorant totalement que 50 vaisseaux de guerre Krex venaient d'arriver pour la revendiquer. Les installations orbitales étaient ridiculement primitives. Fusées chimiques, stations spatiales métalliques, satellites de communication incapables de détecter sa flotte occultée. Signature énergétique? Il a demandé des réactions de fission et de fusion atomique détectées à la surface de la planète. Son officier d'armement a signalé qu'ils avaient la technologie nucléaire, mais rien qui puisse menacer nos boucliers. Leurs armes les plus puissantes semblent être des missiles à fusion avec des rendements de plusieurs centaines de kilotonnes. Les mandibules de Takrull ont cliqué avec amusement. Son vaisseau amiral seul pouvait survivre à l'impact direct de tout leur arsenal nucléaire. Les 49 autres navires de sa flotte constituaient une simple assurance contre l'impossible. Communication, commandant à fréquences radio et micro-ondes multiples, réseau numérique primitif couvrant le monde entier. Nous avons réussi à infiltrer leur système d'information et à télécharger leur langue, leurs données culturelles et leurs capacités militaires. Les jeunes Krex étudièrent les fichiers traduits avec une satisfaction croissante. Ces humains avaient bel et bien conquis leur monde natal, comme l'avait affirmé l'aîné. Mais ils l'avaient fait avec des armes chimiques rudimentaires, des véhicules métalliques et des armes à feu à projectiles. Leur technologie militaire la plus avancée était à peine supérieure à celle utilisée par les Krex lors de leurs premiers vols spatiaux des milliers d'années auparavant. Un signe qu'ils ont détecté notre arrivée? Aucun, commandant. Leur technologie de détection ne peut pénétrer nos champs de furtivité. Pour eux, nous restons invisibles. Parfait. Takrull adorait quand une conquête commençait par une surprise tactique totale. Il avait étudié l'histoire militaire humaine pendant le voyage vers Sol, et leurs conflits primitifs montraient qu'ils accordaient une grande valeur à ce qu'ils appelaient l'honneur dans la guerre. Ils annoncèrent que leurs attaques se déroulaient en plein jour et tentèrent de minimiser les pertes civiles. Une telle faiblesse les rendrait faciles à vaincre. Préparez la démonstration, ordonna-t-il. Choisissez une cible militaire, significative mais non cruciale pour l'infrastructure planétaire. Nous voulons les forcer à se rendre et non détruire nos futurs esclaves. Son officier tactique a présenté plusieurs options sur l'écran. L'installation qu'ils appellent NORAD semble être leur principal centre de commandement militaire, où nous pourrions cibler l'une de leurs principales bases navales. NORAD, décida Takrull. Envoyez d'abord un message à leurs dirigeants, demande de reddition standard. Accordez-leur une rotation pour se conformer avant de commencer la démonstration. Le message fut transmis simultanément sur toutes les fréquences de communication humaine. Takrull avait utilisé le même modèle sur des dizaines de mondes, légèrement adapté aux coutumes et langues locales. Habitant de la planète que vous appelez Terre, je suis le commandant Takrull du domaine Krex, représentant le Conseil galactique. Votre monde a été choisi pour être intégré à notre empire. Vous disposez de 24 heures pour vous rendre sans condition. Toutes les forces militaires doivent se retirer. Toutes les autorités gouvernementales doivent se préparer au transfert du pouvoir aux administrateurs de Krek. Votre obéissance sera récompensée par des pertes minimales. La résistance entraînera l'assujettissement total de votre espèce. Choisissez judicieusement. La réponse arriva en quelques minutes, diffusée simultanément depuis plusieurs points de la Terre.
Thackeray s'attendait à des questions confuses, des appels désespérés à la clémence, ou être à des documents officiels de reddition. Au lieu de cela, il reçut quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré lors d'aucune conquête précédente, des rires. Pas d'une seule source, mais de centaines. Les dirigeants humains du monde entier riaient de sa demande de reddition. Les journaux télévisés montraient des officiers militaires humains hochant la tête et riant. Leurs politiciens plaisantaient sur les petits hommes verts et les mauvais films de science-fiction. L'assistant de Thackeray semblait perplexe. Commandant, leurs systèmes de traduction sont être défaillants. Il ne semble pas comprendre la gravité de la situation. Mais l'affichage tactique a montré le contraire. Les forces militaires humaines du monde entier passaient en état d'alerte maximale. Leurs avions primitifs se mettaient en formation défensive. Leurs navires de guerre se dirigeaient vers le large. Leurs forces terrestres se retranchaient dans des positions défensives. Ils ont parfaitement compris la menace. Ils riaient quand même. Monsieur, dit nerveusement son officier de communication, nous recevons une réponse de leur commandement militaire principal. Elle semble vous être adressée personnellement. Faites-la passer. L'image qui apparut sur son écran montrait un humain en tenue militaire, manifestement un officier de haut rang, vu les décorations de son uniforme. L'homme semblait avoir la soixantaine, les cheveux gris et un regard intelligent où ne transparaissait aucune trace de peur. « Commandant Thackeray, dit calmement l'humain, je suis le général Marcus Chen, chef d'état-major interarmé du commandement militaire des Nations Unies. J'ai bien reçu votre demande de reddition et je crains de devoir la refuser. » Les mandibules de Thackeray claquèrent d'irritation. « Général Chen, vous ne comprenez manifestement pas votre situation. Je commande 50 navires de guerre, chacun capable de détruire vos plus grandes villes. Vous n'avez aucune défense contre notre technologie. Vous avez probablement raison, acquiesça Chen avec entrain. Vos vaisseaux sont invisibles à nos capteurs. Vos armes sont incontestablement supérieures aux nôtres et vous pourriez probablement nous tuer presque tous sans effort. Alors tu vas te rendre ?» Le sourire de Chen était tranchant comme une lame. Absolument pas. La transmission s'interrompit, laissant Thackeray face à un écran vide. En 47 conquêtes réussies, aucune espèce n'avait jamais simplement refusé de se rendre, tout en reconnaissant son désavantage tactique total. C'était absurde. Peu ont-ils besoin d'une démonstration, suggéra le lieutenant Vexka. Thackeray hocha la tête d'un air sombre. Objectif, NORAD. Une seule explosion de plasma, puissance minimale, juste assez pour vaporiser leur montagne. L'attaque fut parfaitement exécutée. Une lance de plasma surchauffée frappa le complexe montagneux de Cheyenne et s'enfonça dans la roche comme un couteau dans la chair. L'installation militaire entière disparut dans un éclair de lumière bleue, ne laissant derrière elle qu'un cratère parfaitement circulaire d'un demi-mille de profondeur. Les réseaux de communication humains explosèrent dans le chaos. Des messages d'urgence retentirent sur les ondes. Leurs satellites primitifs transmettaient des messages désespérés à quiconque pouvait les écouter. Pour la première fois depuis son arrivée dans le système solaire, Thackeray se sentit satisfait. Il comprendrait désormais le prix de la résistance. Le message suivant, venu de la Terre, provenait du même général Chen, apparemment d'un autre endroit. L'humain paraissait fatigué, mais ne montrait toujours aucun signe de peur. « Commandant Thackeray, dit Chen d'un ton solennel, merci pour la démonstration. Vous avez réussi à détruire le NORAD et tuer environ 3000 de nos hommes. J'espère que vous êtes satisfait. Je suis prêt à être raisonnable, général, répondit Thackeray. Rendez-vous maintenant et il n'y aura plus de victimes. Je crains que cela ne se produise pas, dit Chen. Voyez-vous, commandant, vous venez de commettre une grave erreur. Laquelle? J'ai démontré notre supériorité. Toute résistance supplémentaire est vaine. L'expression de Chen devint froide. Votre erreur, commandant, a été de tuer 3000 personnes qui ne faisaient que leur travail. Des gens avec des familles, des gens avec des enfants, des gens qui n'ont jamais rien fait pour vous nuire, ni à votre espèce. C'étaient des militaires qui défendaient une installation stratégique, protesta Thackeray. Leur mort était un acte de guerre légitime. Être, dit Chen, mais vous en avez fait une affaire personnelle. Voyez-vous, commandant, vous avez manifestement étudié nos capacités militaires avant de venir ici. Avez-vous aussi étudié notre histoire? Bien sûr, votre espèce a une longue tradition de conflits primitifs utilisant des armes rudimentaires. Alors sachez que nous avons un dicton sur Terre. On peut tuer l'homme,
mais on ne peut pas tuer l'idée. Une autre raison est que l'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps à autre par le sang des patriotes et des tyrans. Tacrel commençait à ressentir les premiers signes d'inquiétude. Des tyrans, Tacrel commençait à ressentir les premiers signes d'inquiétude. Vos maximes philosophiques sont hors de propos, général. Vous ne pouvez pas combattre notre technologie avec des armes primitives. Shen sourit, et pour la première fois, Tacrel remarqua que le sang n'atteignait pas les yeux des humains. Commandant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos des êtres humains. Nous ne sommes pas l'espèce la plus forte de la planète. Nous ne sommes ni les plus rapides, ni les plus agiles, ni les mieux adaptés à un environnement particulier. Nous n'avons ni griffes, ni crocs, ni blindage. Mais il y a une chose que votre espèce semble ignorer. Et qu'est-ce que c'est? On est méchant. Monsieur, cria son opérateur de capteur, je détecte une activité inhabituelle à la surface de la planète. De quel genre d'activité s'agit-il? Il semble que leurs forces militaires se dispersent. Au lieu de se concentrer pour se défendre, elles se dispersent en petits groupes et se cachent. Tacrel étudiait le tableau tactique avec une confusion croissante. Toutes les doctrines militaires qu'il connaissait affirmaient que les forces inférieures devaient concentrer leurs forces pour espérer être efficaces. Se disperser ne ferait que les rendre plus faciles à traquer et à détruire. « Sont-ils en fuite » demanda Théil. « Négatif. Monsieur, ils prennent des positions défensives, mais selon un schéma que je ne reconnais pas. De petits groupes camouflés se sont positionnés près de points d'infrastructure critiques au cours des heures suivantes. Les rapports continuaient d'affluer des capteurs Tacrel. Les unités militaires humaines disparaissaient de la détection partout sur la planète. Elles ne se retiraient pas, disparaissaient simplement dans le paysage comme si elles n'avaient jamais existé. Les grandes villes continuaient de fonctionner normalement, mais la présence militaire dans ces villes devenait presque invisible. Plus inquiétants étaient les signes d'activité industrielle. Les usines humaines fonctionnaient 24 heures sur 24, mais leurs signatures énergétiques évoluaient d'une manière qui suggérait une réorganisation rapide. Les réseaux de transport acheminaient d'énormes quantités de matériaux, mais leur destination était masquée par ce qui semblait être un camouflage délibéré. « Commandant, » dit doucement le lieutenant Vexka, « permission de parler librement ?»« Accordé. Monsieur, leur comportement ne correspond à aucun de nos scénarios de conquête. Ils ne se regroupent pas pour se défendre, ne fuient pas et ne cherchent pas à négocier. Que font-ils exactement ?» Tacrel n'avait pas de réponse. Lors de toutes ces campagnes précédentes, les espèces vaincues avaient suivi des schémas prévisibles. Soit ils se rendaient rapidement, soit ils livraient des batailles conventionnelles désespérées, soit ils sombraient dans le chaos et la guerre civile. Les humains ne semblaient rien faire de tout cela. Au contraire, ils semblaient se préparer. 3 jours après la destruction du NORAD, les premières attaques éclatèrent. Personne ne s'attendait à cela. Pas d'assaut désespéré contre les positions de Krek, pas d'attaque suicide contre la flotte, pas d'opération militaire conventionnelle. Au lieu de cela, les humains commencèrent à commettre quelque chose de bien plus inquiétant. Ils commencèrent à apprendre. Le premier incident eut lieu lorsqu'un vaisseau éclaireur Krek camouflé atterrit près d'une ville humaine pour recueillir des renseignements. Les systèmes de furtivité du vaisseau étaient parfaits. Aucune technologie humaine n'aurait dû le détecter. Mais, quelques heures après l'atterrissage, le site d'atterrissage fut encerclé par des humains équipés d'armes à projectiles primitives et d'explosifs artisanaux. L'équipe de reconnaissance parvint à s'en sortir sans difficulté. Les armes humaines ne pouvaient pénétrer l'armure Krex, et les armes Krex pouvaient vaporiser instantanément les combattants humains. Mais l'engagement fut enregistré par des caméras cachées et en quelques heures, les images de la technologie Krex se répandirent sur les réseaux de communication humains. « Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda le chef de l'équipe de reconnaissance à son retour à la flotte. « Inconnu, monsieur. Nos systèmes furtifs fonctionnaient parfaitement. Aucun capteur humain n'aurait pu détecter notre atterrissage. Mais Tacrel apprenait que les humains ne se fiaient pas uniquement à leurs capteurs. Ils avaient repéré le vaisseau éclaireur grâce à une observation attentive notant l'absence d'activité aviaire dans une zone spécifique, suivant le tracé de l'herbe courbée, suivant la faible signature électromagnétique que les ingénieurs de Krek n'avaient jamais considérée comme pertinente. Masquage, car aucune espèce primitive n'aurait dû être capable de le détecter. Le deuxième incident fut pire. Un dépôt de ravitaillement Krek, établi sur la face cachée de la Lune, fut découvert et attaqué. Les assaillants étaient des humains, vêtus de combinaisons spatiales primitives, armés de fusées chimiques et d'armes improvisées,
Ils auraient dû être anéantis instantanément. Au lieu de cela, ils détruisirent le dépôt. Pas grâce à une puissance de feu supérieure, ils n'en avaient aucune. Pas grâce à une technologie avancée. La leur était ridiculement primitive. Ils avaient réussi grâce à quelque chose de bien plus dangereux. Ils avaient appris à penser comme les Krex. L'équipe d'assaut humaine avait étudié les images de la première rencontre et identifié les faiblesses des tactiques des Krex. Ils savaient que les guerriers Krex dépendaient fortement de leur armure et de leurs boucliers énergétiques, et utilisaient donc des armes conçues pour créer des impulsions électromagnétiques qui les perturbaient. Ils savaient que la doctrine de Krek privilégiait la force écrasante, et attaquaient donc simultanément de plusieurs directions pour fragmenter la défense. Ils savaient que les commandants de Krek attendaient un comportement rationnel, et ils employaient donc des tactiques complètement insensées à tous égards. Plus important encore, ils avaient réussi à obtenir des schémas technologiques détaillés. « Comment est-ce possible ?» demanda Takrel en visionnant les images de l'attaque. « Notre équipement est verrouillé biométriquement. Aucune espèce extraterrestre ne devrait pouvoir accéder à nos systèmes. Aucune espèce extraterrestre ne devrait pouvoir accéder à nos systèmes. Monsieur, dit son ingénieur en chef à contre-cœur, les humains semblent avoir rétroconçu nos protocoles d'accès dès le premier engagement. Ils ont enregistré nos fréquences de communication, analysé nos transmissions de données et créé leur propre système d'interface. Cela aurait dû prendre des années de recherche. Oui, monsieur, c'est normal, mais ils l'ont fait en 3 jours. Les rapports continuaient d'affluer. Des saboteurs humains infiltraient les installations de Krek grâce à des codes d'accès volés. Des scientifiques humains analysaient les armes capturées par Krek et élaboraient des contre-mesures. Les ingénieurs humains étudiaient les plans des vaisseaux de Krek et développaient de nouvelles stratégies d'attaque. Plus inquiétant encore, les chefs militaires humains partageaient librement leurs découvertes avec leur espèce. Chaque leçon apprise, chaque faiblesse découverte, chaque innovation tactique était immédiatement diffusée aux cellules de résistance du monde entier. Les humains n'apprenaient pas seulement, ils apprenaient collectivement, partageant leurs connaissances à une vitesse qui aurait dû être impossible. Le commandant, selon ses renseignements, détectait des activités de résistance organisées sur tous les continents habités. Les humains ont établi ce qu'ils appellent des réseaux de guérilla, de petites unités indépendantes qui opèrent sans commandement central, mais coordonnent leurs activités grâce à des communications cryptées. Takrel étudia l'affichage tactique et la frustration grandit. Des marqueurs rouges indiquaient une activité de résistance humaine confirmée, et ils recouvrirent la planète comme une peste. Chaque marqueur représentait une cellule de combattants qui savait exactement comment attaquer les forces de Krek et était prêt à mourir pour tenter de le faire. « Combien de combattants avons-nous face à nous ?» demanda-t-il. « Impossible à déterminer, monsieur. Les forces militaires humaines se sont complètement intégrées à la population civile. N'importe quel humain adulte pourrait potentiellement devenir combattant. Des estimations prudentes suggèrent plusieurs centaines de millions de combattants de la résistance active. Plusieurs centaines de millions de combattants de la résistance active, plusieurs centaines de millions Sakrel, avaient conquis des systèmes stellaires entiers avec moins de personnes que le mouvement de résistance terrestre. Contrairement à d'autres espèces, les humains semblent considérer la mort certaine comme un simple risque professionnel. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu'une équipe d'attaque humaine a infiltré son vaisseau amiral. Cela aurait dû être impossible. Le vaisseau se trouvait dans l'espace lointain, protégé par de multiples couches de boucliers et de capteurs. L'équipe d'assaut était composée de 12 humains. Armés de combinaisons spatiales primitives et d'armes improvisées, ils s'étaient lancés depuis une position dissimulée sur l'une des planètes extérieures du système, voyageant pendant des semaines dans un sommeil glacial pour atteindre la flotte. Ils sont morts, bien sûr. Les forces de sécurité de Krek les ont tous tués quelques minutes après leur détection. Mais avant de mourir, ils avaient téléchargé les schémas complets des systèmes du vaisseau amiral et transmis les données à la Terre. Plus important encore, ils avaient laissé un message. Plus important encore, ils avaient laissé un message. Le commandant Takrel, la voix enregistrée du chef d'équipe humain, résonnait. Le système de communication du vaisseau. Je suis le capitaine Sarah Mitchell, des forces spéciales des Nations Unies. Quand vous entendrez cela, mon équipe et moi serons morts. Nous le savons. Nous sommes venus quand même. L'image montrait une jeune femme, à peine adolescente selon les critères de son espèce. Elle regardait droit dans la caméra, ses yeux dénués de toute peur, seulement déterminés. Vous nous avez demandé de nous rendre, car toute résistance est vaine, continua-t-elle.
Mais vous ne comprenez pas ce que vous combattez, commandant. Vous ne combattez pas notre armée. Vous ne combattez pas notre gouvernement. Vous combattez une idée. L'idée que chacun devrait être libre de choisir son destin. Les idées ne meurent pas quand on tue ceux qui les portent. Elles se propagent. Elles se renforcent. Ils inspirent d'autres à reprendre le combat là où nous l'avons laissé. L'image vacilla légèrement, puis se stabilisa. Vous êtes venu ici dans l'espoir de conquérir des esclaves. Au lieu de cela, vous créez des martyrs. Chaque personne tuée en rend 1000 autres plus déterminés à résister. Chaque victoire remportée vous coûte plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous avez une technologie plus performante que la nôtre. Vous disposez d'armes supérieures. Vous avez des avantages que nous ne pouvons égaler. Mais nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Nous n'avons plus rien à perdre. Et cela fait de nous l'ennemi le plus dangereux que vous ayez jamais à affronter. L'enregistrement s'est terminé par les derniers mots du capitaine Mitchell. À bientôt en enfer, commandant. Tackrell fixa l'écran vide pendant un long moment. Autour de lui, son équipage de passerelle gardait un silence gêné. Dehors, la Terre poursuivait sa lente rotation. Sa surface scintillant de lumière qui signalait des villes humaines encore en activité, des industries humaines toujours productives, des vies humaines toujours présentes malgré l'occupation extraterrestre. Mais quelque chose avait changé. La conquête facile, qui aurait dû prendre des jours, entrait dans sa 3e semaine. La résistance humaine se renforçait au lieu de faiblir. Les pertes de Craig s'accumulaient, les humains apprenant à exploiter chaque faiblesse de leur tactique et de leur technologie. Plus inquiétant encore, les communications humaines interceptées montraient qu'ils considéraient l'invasion non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité. Une occasion de prouver qu'aucune force dans l'univers ne pouvait écraser l'humain. Le docteur Elena Vasquez tenta d'ignorer les chaînes qui lui entouraient les poignets, tandis que le vaisseau de transport Krex vibrait dans l'hyperespace. Autour d'elle, 200 autres humains étaient assis dans des attaches serrées, leurs visages affichant le même mélange de peur et de défi qui était devenu l'expression caractéristique de l'humanité depuis le début de l'invasion. Les Krex avaient appris, après 6 mois de combats acharnés sur Terre, que les humains étaient plus dangereux lorsqu'ils mouraient que lorsqu'ils vivaient. Chaque humain tué au combat devenait un symbole qui inspirait 10 autres à rejoindre la résistance. Chaque combattant martyr devenait une histoire qui se propageait à travers les réseaux de communication humains, transformant des gens ordinaires en guerriers. Les Krex avaient donc changé de tactique. Au lieu de tenter de tuer tous les humains, ils décidèrent de les disperser à travers la galaxie, comme esclaves et spécimens. Les séparer de leur monde natal, rompre leurs liens et laisser le désespoir faire ce que les armes ne pouvaient faire. C'était, avait déclaré le général Tackmore, une solution bien plus civilisée. Le docteur Vasquez sourit presque à cette pensée. Les Krex n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. « Elena », murmura la femme assise à côté d'elle. Le capitaine Lisa Wong avait commandé une cellule de résistance dans les ruines de Hong Kong avant sa capture. Même maintenant, enchaînée et réduite en esclavage, sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Tu as toujours les données ?» Elena hocha légèrement la tête. Cachée dans une obturation dentaire que les scanners de fissures ne pouvaient détecter, se trouvait un dispositif de stockage microscopique contenant tout ce que l'humanité avait appris sur ses ravisseurs extraterrestres. Plan de vaisseau, spécifications d'armes, évaluation tactique et surtout, analyse biologique détaillée de chaque espèce du Conseil galactique. Les prisonniers Karati du bloc cellulaire 7 posaient des questions sur les tactiques de résistance humaine. Lisa poursuivit doucement. « Je pense qu'il pourrait être intéressé par autre chose qu'une simple conversation. » Elena avait également remarqué les Karati. Ces extraterrestres grands et minces, à la peau gris pâle et aux grands yeux noirs, avaient été capturés lors d'une petite rébellion dans les territoires de la bordure extérieure. Ils avaient été esclaves du royaume des Krex pendant plus de 300 ans et leur morale aurait dû être complètement brisée, mais quelque chose avait changé depuis l'arrivée des humains. Les Karati chuchotaient entre eux dans leur langage musical, leur conversation s'interrompant brusquement à l'approche des gardes de Krex. Plus important encore, ils observaient les humains avec une lueur d'espoir. Le vaisseau de transport quitta l'hyperespace avec une sensation de choc qui fit gémir plusieurs humains d'inconfort. À travers les petits hublots, Elena pouvait voir leur destination. Un monde gelé, recouvert de glace et marqué par d'immenses complexes industriels qui entaillaient la surface comme des plaies. Glacius Septième annonça le superviseur du CREC. Son traducteur mécanique rendait ses paroles encore plus dures que d'habitude.
Ce monde minier, riche en deutérium et en minéraux rares, était suffisamment froid pour tuer la plupart des espèces en quelques minutes d'exposition à la surface. Les mandibules du surveillant claquèrent, ce qu'Helena avait appris être l'équivalent crex du rire. L'endroit idéal pour les esclaves turbulents qui doivent apprendre la discipline, travailler dur, obéir aux ordres, et peut être survivre assez longtemps pour voir le navire de ravitaillement de l'année suivante. Mais Helena étudiait la planète en contrebas avec l'œil averti d'une xénobiologiste. Le glacier 7 était froid, oui, probablement autour de -60 °C à l'équateur. L'atmosphère était ténue, mais respirable pour des humains équipés au minimum. Plus importante encore, les complexes industriels suggéraient une importante population d'esclaves, travaillant dans des conditions jugées intolérables par le Conseil galactique. Des conditions idéales pour ce que les humains font de mieux, survivre dans des conditions impossibles et se lier d'amitié avec d'autres victimes de l'oppression. L'atterrissage fut brutal, délibérément. La doctrine de Craig insistait sur la nécessité pour les esclaves nouvellement capturés de comprendre immédiatement leur impuissance. Le transport atterrit sur une plateforme d'atterrissage entourée d'emplacements d'armes et de tours de garde, tandis que des projecteurs violents perçaient l'éternel crépuscule de la planète. Helena et les autres humains furent entassés hors du vaisseau dans l'air glacial. Le froid frappa comme un coup de poing, mais Helena remarqua que plusieurs humains s'adaptaient déjà, resserrant leurs vêtements, bougeant pour conserver leur chaleur corporelle, se regroupant pour se réchauffer. Des instincts de survie élémentaires qui avaient servi l'humanité. Eh bien, durant les périodes glaciaires sur Terre, les prisonniers Karati furent moins chanceux. Leurs corps minces et leurs vêtements minimalistes les faisaient frissonner de froid. Plusieurs s'effondrèrent quelques minutes après avoir quitté l'intérieur surchauffé du vaisseau. Helena prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire galactique. « Lisa », murmura-t-elle à l'ancien commandant de la Résistance, « passe le mot. Nous partageons notre chaleur corporelle avec les Coratis. Maintiens-les en vie. Helena, nous n'avons pas assez de chaleur pour tout le monde. Si nous les aidons, certains d'entre nous risquent de geler. Et puis, certains d'entre nous gèleront, dit Helena fermement. On n'abandonne personne. Jamais. C'était si simple. Des humains partageant leur maigre chaleur avec des esclaves extraterrestres mourant de froid. Dans le difficile calcul de la survie, cela n'avait aucun sens. Aider les Karati ne ferait qu'affaiblir les humains et réduire leurs propres chances de survie. Mais c'était aussi la chose la plus humaine imaginable. En quelques minutes, les prisonniers humains s'étaient regroupés autour des Karati, partageant leur chaleur corporelle et aidant les extraterrestres les plus faibles à rester debout. Les gardes du Krek le remarquèrent, mais n'intervinrent pas. Si les humains voulaient s'épuiser à aider des espèces inférieures, c'était leur choix. Ce que les gardes ne remarquèrent pas, c'était le regard fixe des Karati sur leurs assistants humains. 300 ans d'esclavage leur avaient appris que pour survivre, il fallait d'abord et avant tout se soucier de soi. L'idée qu'une autre espèce risque sa vie pour aider des étrangers leur était si étrangère qu'ils avaient du mal à la comprendre. Helena vit le moment précis où la compréhension s'imposa dans le grand cœur d'un Karati. Yeux sombres. L'extraterrestre tendit une main tremblante et toucha le bras d'Helena, parlant doucement dans sa langue musicale. Lisa, qui avait appris le Karati pendant son emprisonnement, traduisit doucement. Il dit merci dans leur dialecte officiel, mais à la façon dont il le dit, c'est la formule qu'ils utilisent pour les dettes à vie. Ils pensent qu'on vient de lui sauver la vie. On l'a sauvé, en effet, répondit Helena. Non, Helena, tu ne comprends pas. Dans la culture Karati, une dette de vie est sacrée. On ne peut la rembourser qu'en sauvant la vie de celui qui vous a sauvé. Il a juste juré de nous protéger au péril de sa vie si nécessaire. Helena regarda les autres prisonniers Karati, qui fixaient tous les humains avec la même expression de compréhension naissante. À votre avis, combien d'entre eux ressentent la même chose? La réponse de Lisa était calme, mais avait le poids d'une prophétie. Tous. Les baraquements des esclaves du glacier 7 étaient conçus pour briser les esprits par l'isolement et le désespoir. Chaque espèce était hébergée séparément, la communication entre les groupes était interdite et les horaires de travail faisaient en sorte que les prisonniers étaient trop épuisés pour penser à autre chose qu'à la survie. Cela avait parfaitement fonctionné pendant des siècles. Les différentes espèces d'esclaves, Karati, Zéphiriens, Valkyries et des dizaines d'autres, avaient appris à faire profil bas, à faire leur travail et à accepter leur sort.
La rébellion était impossible lorsque chaque espèce était divisée et trop faible pour se battre. Puis les humains sont arrivés et ont tout ruiné. Helena observait depuis sa couchette le capitaine Wong organiser les prisonniers humains en équipes de travail, pas n'importe lesquelles. Des équipes intégrées, comprenant des traducteurs karatis, des spécialistes techniques zéphiriens et des Valkyries qui avaient appris à naviguer dans les tunnels miniers dans l'obscurité. Les gardes n'apprécieront pas ça, prévint un ingénieur karati nommé Sirtak. Son esprit mathématique était parfaitement adapté au calcul des taux d'extraction du minerai, mais 3 siècles d'esclavage lui avaient appris à se méfier de tout ce qui pourrait irriter leurs ravisseurs. « Les gardes peuvent m'embrasser le cul », répondit Wong avec entrain. Ces paroles se traduisirent par une mélodie karati qui réussissait à exprimer à la fois défi et humour. Helena ravala un rire. Lisa avait toujours été directe, mais entendre des jurons traduits dans l'élégant langage karati était surréaliste. Plus important encore, cela fonctionnait. Les karatis avaient commencé à se détendre en présence des humains. Leur manière de parler formelle devenait plus décontractée à mesure qu'ils se familiarisaient avec leurs nouveaux alliés. Les Zéphiriens, avec leur physiologie cristalline qui les rendait naturellement résistants au froid, avaient commencé à partager les techniques de réchauffement qu'ils avaient développées au cours de leur siècle d'emprisonnement. Les Valkyries étaient les plus remarquables. Les petits humanoïdes à fourrure avaient été esclaves pendant si longtemps qu'ils avaient presque oublié leur propre langue. Mais la curiosité des humains pour la culture Valkyrie avait réveillé des souvenirs qu'ils croyaient perdus à jamais. Helena avait passé des heures à écouter les vieux Valkyries raconter des histoires sur leur monde natal, notant soigneusement chaque détail au cas où ces connaissances pourraient leur être utiles plus tard. Les gardes du Krek remarquèrent cette coopération accrue, mais la jugèrent sans intérêt. Des esclaves. Travailler ensemble plus efficacement était en réalité bénéfique pour les opérations minières. Les taux de production avaient augmenté de 20% depuis l'arrivée des humains, ce qui faisait bonne figure auprès des superviseurs dans leur rapport au siège du Dominion. Ce qu'ils ne remarquaient pas, c'était l'autre type de connaissances partagées. Helena avait commencé à enseigner des techniques médicales de base à quiconque voulait bien l'écouter. Des choses simples. Comment traiter les engelures, prévenir les infections, reconnaître les signes de malnutrition. Mais elle partageait aussi des concepts plus avancés avec les extraterrestres qui pouvaient les comprendre. Il s'avéra que Sir Tak était ingénieur système avant sa capture. Son esprit mathématique absorbait les explications d'Helena sur la théorie des réseaux humains comme une éponge. En quelques semaines, il l'aidait à concevoir des systèmes de communication capables de fonctionner sans être détectés. Les Zéphiriens, avec leur biologie cristalline, étaient des chimistes nés. Les connaissances d'Helena en biochimie humaine, combinées à leur compréhension des réactions cristallines, ont permis le développement de nouveaux médicaments capables de traiter les blessures et les maladies de nombreuses espèces. Plus important encore, les Valkyries avaient passé des siècles à apprendre à se déplacer dans le complexe minier sans être détectés. Leurs capacités de furtivité naturelle, combinées aux connaissances tactiques humaines, ont créé un réseau souterrain capable de transmettre des messages partout sur la planète sans faille. Et la connaissance. 6 mois après son arrivée sur Glacier 7, Helena reçut un message qui changea tout. Il arriva par le réseau Valkyrie, transmis d'esclave en esclave sur des milliers de kilomètres de terrain gelé. 3 mots, répétés dans des dizaines de langues. La Terre continue de lutter. Le message contenait des données volées sur les réseaux de communication de Krek. La résistance humaine avait non seulement survécu, mais s'était développée. Plus encore, des prisonniers humains sur d'autres mondes avaient commencé à organiser leurs compagnons d'esclavage. La politique des Krek, consistant à disperser les humains à travers la galaxie, avait eu un effet désastreux. Au lieu de briser la résistance humaine, ils l'avaient propagée. Helena dit doucement Lisa pendant leur pause, « Il faut qu'on parle de la situation dans son ensemble. » Elles se retrouvèrent dans un tunnel de maintenance que les Valkyries leur avaient assuré exempt de dispositifs de surveillance. Helena, Lisa, Sir Tak et des représentants de chaque espèce d'esclave se rassemblèrent dans l'espace exigu. « Le Krex a fait une erreur », commença Helena sans préambule. « Il pensait que nous séparer de la Terre briserait notre morale. Au lieu de cela, ils nous ont offert quelque chose de plus précieux, l'opportunité de vous rencontrer. » Les grands yeux de Sir Tak reflétaient la faible lumière de leur torche improvisée. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire que les humains ne sont pas spéciaux parce que nous sommes plus forts ou plus intelligents que les autres espèces. Nous sommes spéciaux parce que nous refusons d'accepter que quiconque mérite d'être esclave. Et maintenant, nous ne sommes plus seuls.
Lisa hocha la tête. Les données de la résistance montrent que des prisonniers humains sur 17 mondes différents ont pris contact avec des populations d'esclaves locales. Dans chaque cas, les autres espèces ont commencé à organiser des mouvements de résistance. Mais les Kreks sont trop puissants, protesta un zéphyrien nommé Crystal Song. Leur technologie est supérieure. Leur armée est immense. Comment des esclaves peuvent-ils combattre des cuirassés? Helena sourit, se souvenant du dernier message du capitaine Sarah Mitchell au commandant Tackrell. Nous ne combattons pas leur technologie, nous combattons leurs hypothèses. Expliquez-moi. Les Kreks supposent que les esclaves resteront divisés par des barrières d'espèces. Ils supposent qu'une biologie différente nous empêche de travailler ensemble. Ils supposent que des siècles d'oppression ont brisé votre morale à jamais. Hypothèse raisonnable, dit prudemment Sir Tack. Hypothèse fausse, répliqua Lisa. Helena a enseigné les techniques médicales Karati aux Zéphyriens. Champ de Cristal a montré aux humains comment utiliser la technologie cristalline. Les Valkyries ont partagé des techniques de furtivité avec tout le monde. Nous ne sommes plus des espèces distinctes, poursuivit Helena. Nous sommes quelque chose de nouveau. Une communauté de personnes qui ont choisi de s'entraider plutôt que de survivre seules. Et c'est une chose que les Kreks ne peuvent combattre avec des cuirassés. La réunion dura des heures, les représentants de chaque espèce partageant connaissances et ressources. Lorsqu'ils se séparèrent, ils avaient posé les bases d'un phénomène sans précédent dans l'histoire galactique. Un mouvement de résistance multi-espèces basé sur la coopération plutôt que sur la conquête. Mais la véritable avancée survint 3 mois plus tard, lorsque le vaisseau de ravitaillement arriva de l'espace de Krek. Helena observait, à travers une caméra cachée, le navire décharger sa cargaison de nouveaux prisonniers. D'autres humains, bien sûr, mais aussi des membres d'espèces qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des êtres grands et élégants aux tentacules flottants. De petites créatures rapides à la peau métallique. Des êtres qui semblaient faits de lumière vivante. Tous esclaves. Tous brisés par des années d'oppression. Tous sur le point de rencontrer l'humanité pour la première fois. Lisa, dit doucement Helena, je crois qu'on va avoir besoin de plus de matériel médical. L'ancien commandant de la résistance rit. Pourquoi? Tu comptes sauver la galaxie un alien à la fois? Helena regarda les prisonniers humains aider les nouveaux arrivants à s'adapter au froid, partageant chaleur et nourriture sans qu'on le leur demande. Elle observa les ingénieurs Karati enseigner aux nouveaux arrivants comment utiliser l'équipement minier en toute sécurité. Elle observa les Zéphyriens offrir des compléments cristallins aux extraterrestres dont la biologie était incompatible avec une alimentation standard. Non, dit-elle finalement. Je compte sauver la galaxie, une personne à la fois. Humains, Karati, Zéphyrions, Valkyries, peu importe leur espèce. Les êtres humains sont les êtres humains. 6 mois plus tard, les rapports de production de Glacius 7 montraient des améliorations remarquables de l'efficacité. L'exploitation minière dépassait tous les objectifs et la coopération interespèces avait atteint des niveaux impressionnants, même pour les superviseurs Kreks les plus aguerris. Ce que les rapports ne montraient pas, c'est que cette coopération accrue servait à construire quelque chose que Kreks n'avait jamais imaginé. Un réseau de communication, d'entraide et de partage des connaissances reliant les esclaves de plusieurs systèmes stellaires. Ce réseau reposait sur un principe fondateur simple, emprunté à l'humanité. Les périodes historiques les plus sombres. Nous y allons ensemble, ou pas du tout. Sur 17 mondes et des dizaines d'espèces parmi des millions d'êtres asservis, le message se répandait. La Terre se bat toujours. Et maintenant, ils ne sont plus seuls. Le domaine des Kreks était sur le point d'apprendre que certaines idées sont plus contagieuses que n'importe quel fléau. L'idée que tout le monde mérite la liberté se répandait parmi ces populations d'esclaves comme une traînée de poudre, portée par des humains qui refusaient d'accepter l'inutilité de la résistance. Mais plus encore, il était adapté et amélioré par des esprits extraterrestres qui apportaient leur propre perspective au concept de libération. La précision mathématique des Karati, les connaissances chimiques des Zéphyriens, les techniques furtives des Valkyries, tout cela combiné à l'obstination humaine pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Helena leva les yeux vers le ciel gelé de Glacius 7 et sourit. Quelque part là, haut, la flotte Kreks se félicitait probablement d'avoir réussi à disperser la menace humaine à travers la galaxie. Ils ignoraient qu'ils venaient d'armer la plus grande rébellion d'esclaves de l'histoire galactique. La propagation était totale. Le soulèvement éclata. Z9, le calculateur suprême, traitait les flux de données entrants avec une confusion croissante. Plus tard,
Z9 traita les flux de données entrants avec une confusion croissante. Son esprit mécanique, conçu pour identifier des schémas dans le chaos et prédire les résultats avec une précision mathématique, ne parvenait pas à comprendre ce que les nombres lui disaient. Sur 47 mondes de l'espace vortien, la productivité des populations d'esclaves avait augmenté en moyenne de 38% au cours de l'année écoulée. Les taux d'efficacité atteignaient des sommets historiques. La coopération interspécifique avait atteint des niveaux dépassant tous les modèles précédents. En toute logique, les systèmes de gestion des esclaves du collectif vortien étaient plus performants qu'ils ne l'avaient été depuis des siècles. Alors pourquoi Z9 avait-il froid? La certitude que tout allait s'effondrer? Calculateur, son assistant Plexifor, s'approcha avec la précision minutieuse qui caractérisait toutes les interactions Vorton. Les rapports mensuels d'analyse comportementale étaient terminés. Souhaitez-vous examiner les anomalies? Afficher les données. Des cartes holographiques emplissaient l'air autour d'eux, montrant les schémas comportementaux des différentes espèces d'esclaves. Les yeux composés de zéthnine se déplaçaient rapidement, tandis qu'il absorbait l'information, son esprit mécanique calculant automatiquement probabilité et corrélation. Les schémas étaient subtils mais indéniables. Des populations d'esclaves qui n'avaient jamais communiqué auparavant partageaient désormais leurs ressources. Des espèces ennemies depuis des millénaires collaboraient sur des projets communs. Le plus inquiétant était que les esclaves commençaient à se poser des questions sur des sujets étrangers à leurs tâches, des questions sur la structure gouvernementale des Vorten, des questions sur les raisons pour lesquelles certains êtres étaient libres, tandis que d'autres étaient réduits en esclavage. Des questions sur la question de savoir si le système actuel était la seule façon possible d'organiser la société. Quand ces changements de comportement ont-ils commencé? Demanda Z9. L'analyse de corrélation indique que les changements ont commencé il y a environ 18 mois, coïncidant avec l'arrivée de spécimens humains sur nos mondes. Z9 avait entendu parler des humains, bien sûr. L'invasion désastreuse de la Terre par le dominion des Krex était devenue une source d'amusement discret au sein du collectif Vortin. Laissons les militaristes Krex transformer une simple conquête en une guérilla prolongée. La décision de disperser des prisonniers humains à travers la galaxie comme esclaves semblait logique. Séparer les fauteurs de troubles de leur monde natal, les empêcher de coordonner leur résistance et laisser le désespoir les briser progressivement. Un calcul simple. Mais les mathématiques, apprenait Z9, échouaient parfois à prendre en compte des variables non quantifiables. « Montrez-moi les rapports de l'usine de production 7, ordonna-t-il. L'hologramme se transforma pour afficher les données d'un complexe industriel sur la planète industrielle de Mechanicus 3. L'usine produisait de l'électronique de pointe grâce à une main-d'œuvre composée de Coratis, de Valcaris et d'autres espèces réduites en esclavage. Récemment, l'entreprise a également reçu une cargaison de prisonniers humains. L'efficacité de la production a augmenté de 42% depuis l'intégration humaine, a rapporté Plex 4. Les indicateurs de contrôle qualité montrent une nette amélioration. La coopération interespèces a atteint des niveaux sans précédent. En apparence, c'était exactement ce qu'espéraient les experts en efficacité de Vorton. Mais Z9 a remarqué autre chose dans les données, des schémas d'allocation des ressources qui ne correspondaient pas au protocole standard. Les humains partagent leurs rations alimentaires, a-t-il observé. Exact. L'analyse indique qu'ils distribuent les ressources nutritionnelles en fonction des besoins biologiques plutôt que de leur allocation individuelle. Cette pratique s'est propagée à d'autres espèces du complexe, qui forment d'autres espèces à des compétences techniques qui ne font pas partie de leur fonction. Il est également exact que des humains ayant une formation en ingénierie enseignent des concepts avancés aux travailleurs Caratis sans y être autorisés. L'esprit mécanique de Zetna en comprit les implications. Le système Vorton reposait sur le maintien des populations esclaves dans l'ignorance et la division. Les esclaves se voyaient attribuer des rôles spécifiques en fonction des capacités naturelles de leur espèce, et il leur était interdit d'acquérir des compétences susceptibles de les rendre plus polyvalents ou dangereux. Mais les humains ignoraient complètement ces restrictions. Polyvalents ou dangereux, mais les humains ignoraient complètement ces restrictions. Pire encore, ils apprenaient également aux autres espèces à les ignorer. La calculatrice Plex 4 a dit avec précaution qu'il y avait une autre anomalie dans les données, les humains semblent chanter. Expliquer que la surveillance audio a détecté des vocalisations coordonnées parmi les travailleurs humains pendant les périodes de repos. Ce comportement s'est propagé à d'autres espèces qui adaptent leur vocalisation à leurs propres capacités physiologiques. Z9 a accédé aux fichiers audio
et écouter les étranges harmonies résonnant dans les dortoirs de l'usine. Ces sons ne ressemblaient à rien de ce que l'on trouve dans les bases de données culturelles vortaines. Ni de la musique, ni de la communication, mais quelque chose qui semblait combiner des éléments des deux. Traduction ? Demanda-t-il. Problématique. Les vocalisations contiennent des concepts difficiles à traduire en langage mathématique. Des références à des concepts tels que l'espoir, la fraternité et la liberté apparaissent fréquemment. Le mot « liberté » a déclenché des protocoles d'alarme dans la matrice de traitement de Z9. La liberté était un concept dangereux, une variable impossible à contrôler ou à prédire. Dans la philosophie vortienne, la liberté était synonyme de chaos, et le chaos d'inefficacité. Renforcer la surveillance de toutes les installations accueillant des populations humaines, ordonna-t-il. Je veux une analyse comportementale détaillée de chaque prisonnier humain et de tout esclave ayant été en contact avec eux. Les données obtenues au cours des semaines suivantes étaient inquiétantes, dépassant les capacités de calcul de Z9. Monde après monde, le schéma était le même. Les prisonniers humains ne se contentaient pas de s'adapter à leurs conditions d'esclavage, ils les transformaient. Des installations qui fonctionnaient avec la même efficacité brutale depuis des siècles prenaient soudain un tournant. Sur Mechanicus 3, des travailleurs esclaves avaient commencé à organiser des groupes d'études où des humains enseignaient les mathématiques et l'ingénierie à d'autres espèces. La production restait élevée, mais la qualité du travail s'était considérablement améliorée à mesure que les ouvriers commençaient à comprendre les principes de leurs tâches au lieu de se contenter de suivre des procédures machinales. Sur le monde agricole de Verdania, les prisonniers humains avaient introduit des techniques de rotation des cultures qui augmentaient les rendements tout en améliorant la qualité des sols, mais ils avaient également enseigné à d'autres espèces des concepts tels que la sécurité des travailleurs et la répartition équitable des ressources. Le plus alarmant était le monde minier d'Excavatus, Prime, où des prisonniers humains avaient organisé la première grève multi-espèces de l'histoire de Vorton. La grève n'avait duré que 6 heures avant que les superviseurs ne rétablissent l'ordre, mais durant ces 6 heures, la production avait complètement cessé dans 17 installations différentes. L'attaque avait échoué, mais elle avait révélé quelque chose qui ébranlait les fondements de la philosophie vortonienne. Des esclaves de différentes espèces pouvaient coordonner leurs actions sur de vastes distances, agissant avec un objectif commun malgré l'absence de structure de commandement centrale. Comment communiquait-il ? Demanda Z9 lorsque les rapports parvinrent à son bureau. Nos systèmes de surveillance n'ont détecté aucune transmission non autorisée. Calculateur inconnu. L'analyse suggère qu'ils ont utilisé une combinaison de techniques, notamment des champs de travail modifiés, des systèmes de messagerie basés sur des modèles intégrés à leurs tâches quotidiennes et une coordination assurée par des surveillants bienveillants. Des surveillants bienveillants ? Plusieurs directeurs d'établissements de Vorton ont été observés en train de mettre en œuvre des changements de politique favorisant le bien, être des esclaves au détriment de l'efficacité pure. Interrogés, ils affirment que ces changements améliorent les indicateurs de productivité à long terme. Z9. Accéder au profil psychologique des surveillants concernés. Tous étaient des administrateurs rationnels et efficaces, forts de décennies d'expérience dans la gestion des populations esclavagistes. Aucun n'avait manifesté auparavant de tendance à ce que le collectif Vortaan qualifiait de prise de décision émotionnelle. Pourtant, l'exposition aux prisonniers humains avait modifié leur comportement d'une manière inexplicable par l'analyse mathématique. La vérité était encore pire que ce que Z9 soupçonnait. Sur Excavatus Prime, le responsable des installations, Quexucept, était assis dans son bureau, examinant des rapports de production qui auraient dû le combler de satisfaction. L'efficacité était en hausse, les blessures en baisse et le moral des ouvriers à des niveaux jamais vus auparavant. Mais, au lieu de la satisfaction, Quexucept ressentait quelque chose d'inhabituel dans la psychologie vortienne. Le doute, tout avait commencé à l'arrivée des prisonniers humains. Evan, le personnage de Quex, s'attendait au schéma habituel. Une résistance initiale suivie d'une acceptation progressive de leur nouvelle réalité. Les humains, selon leurs profils comportementaux, étaient des êtres émotionnels qui finiraient par craquer sous le poids de circonstances désespérées. Au lieu de cela, ils avaient accompli quelque chose d'inédit. Ils avaient commencé à se soucier de leurs codétenus. Quex-Zeven avait observé, à travers des écrans de sécurité, des humains partager leurs maigres rations avec des travailleurs karatis affamés, les avait vus enseigner les premiers secours à Valkyrie, blessés dans des accidents miniers,
et les avait vus organiser des activités récréatives incluant tous les aspects de la vie, espèces présentes dans l'établissement. Le plus inquiétant était leur effet sur les autres prisonniers. Des espèces qui toléraient à peine leur présence travaillaient désormais ensemble, partageaient leurs ressources et, plus inquiétant encore, posaient des questions. Directeur Kexacept, son assistant Nexa 2 entra dans le bureau avec la précision mécanique qui caractérisait toutes les interactions Vorton. L'humaine désignée Elena Vasquez a sollicité une rencontre avec vous. Quexus Even s'y attendait. Le docteur Vasquez était clairement la chef informelle des prisonniers humains, et son influence s'étendait bien au-delà de sa propre espèce. D'autres esclaves se tournaient vers elle pour obtenir des conseils, ce qui violait tous les principes de la gestion des esclaves vortins. Que veut-elle? Elle prétend avoir des suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'installation. En temps normal, Quexacept aurait rejeté une telle demande immédiatement. Les esclaves ne faisaient pas de suggestions à leur superviseur, mais ces récents rapports étaient si positifs qu'il était curieux de savoir ce que l'humain allait dire. Emmenez-la en salle de conférence numéro 7, décida-t-il. Protocole de sécurité standard. Le docteur Vasquez entra dans la pièce, flanqué de 2 gardes, les mains liées par des entraves nerveuses qui lui infligeraient des décharges douloureuses en cas de mouvement brusque. Mais sa posture ne trahissait aucune peur, seulement la détermination assurée que Quexa 7 avait appris à associer aux humains. « Directrice Quexa 7, dit-elle, donnant à sa désignation un air respectueux plutôt qu'une simple étiquette administrative. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Vous avez sollicité ce rendez-vous? Docteur Vasquez. Que désirez-vous? Elena s'assit prudemment, consciente des contraintes. Je veux vous aider à résoudre un problème que vous ignorez encore. L'esprit analytique de Quexus 7 commença immédiatement à calculer les tromperies possibles. Expliquez-moi. Vos rapports d'efficacité paraissent bons sur le papier, mais ils cachent une faiblesse structurelle dans votre fonctionnement. Vous gérez des esclaves, mais vous pourriez diriger des ouvriers. La différence déterminera la prospérité ou l'échec de votre installation lorsque les vrais défis surgiront. Quels défis? Le sourire d'Elena était triste mais déterminé. Responsable, vous avez vu les rapports de la Terre, n'est-ce pas? 6 mois de guerre et la résistance humaine continue de grandir. Les Krex ne peuvent nous briser par la force, alors ils essaient de nous briser par la séparation, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font réellement. Éclairez-moi. Ils propagent des idées humaines à travers la galaxie. Des idées sur la coopération, sur la dignité de tous les êtres sensibles, sur la possibilité que les choses puissent être meilleures qu'elles ne le sont. Ces idées prennent racine dans chaque espèce que nous rencontrons. L'esprit mécanique de Quexus Even traita cette information. Vous insinuez que l'idéologie humaine est contagieuse? Je suggère que l'espoir est contagieux et que l'espoir est la chose la plus dangereuse qu'on puisse donner à ceux qui n'ont plus rien à perdre. La réunion dura plus d'1 heure, Elena expliquant des concepts que l'esprit mathématique de Quexa 7 peinait à quantifier. Elle a parlé de la motivation des travailleurs, de la différence entre obéissance et engagement et des coûts à long terme d'une gouvernance par la peur. Le plus troublant était son analyse de la situation politique galactique. Monsieur le directeur, votre système fonctionne tant que chacun croit que c'est le seul système possible. Mais que se passe-t-il lorsque les esclaves de la galaxie commencent à communiquer entre eux, lorsqu'ils réalisent que leur souffrance n'est pas inévitable, mais choisie par ceux qui détiennent le pouvoir, une telle communication devient impossible. Nos systèmes de surveillance empêchent tout contact non autorisé entre les installations. Le rire d'Elena était doux mais confiant. Vos systèmes de surveillance sont conçus pour détecter la technologie. Ils ne peuvent pas détecter l'amitié. Pour détecter la technologie, ils ne peuvent pas détecter l'amitié. Expliquez. Chaque installation a des gardes, des techniciens, des administrateurs, des personnes qui interagissent avec plusieurs populations d'esclaves. Que se passe-t-il lorsque ces gens commencent à se demander si le système actuel est réellement le plus efficace? Que se passe-t-il lorsqu'ils réalisent que traiter les esclaves comme des personnes produit de meilleurs résultats que de les traiter comme des machines? Quexucept sentit une froide certitude s'installer dans sa matrice de traitement. Elena décrivait exactement ce qui lui arrivait. Il réalisa progressivement que l'amélioration des performances de son établissement était directement liée au fait qu'il traitait les prisonniers comme des êtres rationnels plutôt que comme de simples ressources. Vous tentez de subvertir l'autorité vortienne, dit-il prudemment.
J'essaie de vous aider à réussir en vous montrant une meilleure façon de gérer votre établissement, mais je comprends que cela vous semble subversif. Elena se pencha légèrement en avant, l'air sérieux. Directeur, je veux que vous compreniez quelque chose. Que vous nous aidiez ou non, le changement arrive. La résistance humaine n'est pas seulement militaire, elle est idéologique. Nous ne cherchons pas à conquérir la galaxie, nous cherchons à la libérer. Le collectif Vorta maintient l'ordre depuis des millénaires. Le collectif Vorta maintient le contrôle depuis des millénaires. Ce n'est pas la même chose que l'ordre. La conversation s'est terminée sans accord concret, mais Kexus Even se sentit incapable d'ignorer les paroles d'Elena. Au cours des semaines suivantes, il commença à remarquer des choses que sa formation mathématique lui avait appris à ignorer. La peur dans le regard de ses gardes lorsqu'il pensait que personne ne les regardait. L'épuisement de son personnel administratif, qui peinait à maintenir des objectifs de productivité impossibles. La dégradation progressive des équipements et des infrastructures, les ressources étant constamment détournées vers des applications militaires. Le plus troublant fut sa prise de conscience croissante qu'Elena avait raison sur un point. Le changement était bel et bien en marche, que le collectif Vortin soit prêt ou non. La preuve en fut apportée lorsque la rébellion éclata enfin. Elle ne commença pas par la violence ni par des proclamations spectaculaires. Elle commença par quelque chose de bien plus dangereux pour les systèmes autoritaires, le non-respect coordonné. Le même jour, au même moment, les esclaves de 17 mondes vortins ont tout simplement cessé de travailler. Pas définitivement, juste assez longtemps pour prouver qu'ils en étaient capables. 8 heures de silence dans les usines, les mines et les exploitations agricoles. 8 heures d'immobilité totale dans la machine de l'oppression. Lorsque le travail a repris, c'était avec un message subtil, mais sans équivoque. Nous choisissons de travailler, nous n'y sommes pas contraints, et nos choix peuvent changer. La rébellion s'est propagée comme une traînée de poudre parmi les populations esclaves du collectif Vortan, non par la conquête militaire, mais par une force bien plus puissante. La prise de conscience que la coopération entre peuples opprimés était possible, la précision mathématique Karati, alliée aux compétences organisationnelles humaines. Les techniques furtives valkyriennes, renforcées par les connaissances tactiques humaines, l'expertise chimique zéphirienne, guidée par la compréhension médicale humaine. Chaque espèce apportait ses propres forces au mouvement de résistance grandissant. Mais elles étaient unies par un principe simple, emprunté aux heures les plus sombres de l'humanité. On y va ensemble ou pas du tout. Calculatrice suprême. Zétanine regardait son univers mathématique ordonné sombrer dans le chaos tandis que les rapports affluaient de tout l'espace Vorton. Les révoltes d'esclaves se propageaient plus vite que ses forces de sécurité ne pouvaient réagir. Pire encore, les révoltes étaient coordonnées simultanément sur plusieurs mondes. Calculatrice. Plex 4 a rapporté avec une précision mécanique qui dissimulait à peine la panique. Nous avons confirmé des soulèvements sur 37 mondes. La productivité a chuté de 67% dans les installations touchées. Les forces militaires demandent l'autorisation d'utiliser la force meurtrière pour rétablir l'ordre. Installation. Les forces militaires demandent l'autorisation d'utiliser la force meurtrière pour rétablir l'ordre. 7-9 a calculé les calculs mathématiques de la répression. Cela nécessiterait de détourner la majeure partie de l'armée vortienne de la défense des frontières. Cela coûterait des milliers de milliards de crédits. Cela détruirait l'infrastructure même qu'il tentait de protéger. Plus important encore, cela confirmerait le point de vue d'Elena Vasquez sur la différence entre contrôle et ordre. Négatif, dit-il finalement. Déployer des équipes de négociation dans toutes les installations concernées. Découvrez ce que veulent les esclaves. La réponse, lorsqu'elle arriva, fut à la fois simple et impossible à accorder. Ils voulaient être traités comme des personnes et non comme des biens. À travers la galaxie, l'infection humaine se propageait, non pas par la conquête, mais par l'idée radicale que tous les êtres sensibles méritent dignité et liberté. Le Conseil galactique était sur le point de comprendre ce que l'Ancien avait tenté de leur faire comprendre. Les humains n'étaient pas dangereux parce qu'ils étaient forts. Ils l'étaient parce qu'ils étaient contagieux. La haute conseillère Vexitara se tenait devant l'assemblée d'urgence sur Zantari Prime, ses 4 yeux reflétant la lumière crue des balises d'alarme qui clignotaient depuis 3 jours d'affilée. Autour d'elle, la grande salle du Conseil, qui avait autrefois accueilli des débats pacifiques sur les routes commerciales et les droits miniers, ressemblait désormais à un centre de commandement militaire assiégé. Des représentants de toute la galaxie s'y pressaient, leurs visages affichant des expressions allant de la confusion à la panique. Les élégants nobles silitiens,
qui autrefois parcouraient ces salles avec une assurance absolue, se regroupaient désormais en groupes défensifs. La précision mécanique des délégués vortiens avait cédé la place à des calculs frénétiques, sans solution. Même les fiers guerriers grecs semblaient ébranlés par les rapports qui continuaient d'affluer de tout leur empire. « À l'ordre !» ordonna Vexitara, sa voix imprégnée de l'autorité millénaire de sa noblesse. « Nous allons procéder à la séance d'urgence. Général Takmor, faites le point sur la situation militaire. » Le commandant Krex, balafré, se leva lentement, son cuir rouge portant les marques des récentes batailles. Sa voix, habituellement empreinte d'une assurance guerrière, portait maintenant le ton amer de quelqu'un qui avait appris trop tard les dures vérités. La situation est sans précédent, commença-t-il, chaque mot semblant lui coûter des efforts. Il y a 10 à 8 mois, nous dominions tous les mondes de notre domaine grâce à une puissance de feu supérieure. Aujourd'hui, nous ne contrôlons plus rien. Des murmures d'incrédulité parcoururent la salle. Le domaine des Krex commandait l'armée la plus puissante de la galaxie. L'idée qu'ils puissent perdre le contrôle de leur propre territoire semblait impossible. « Expliquez-nous », exigea Vextara. « Les humains ont retourné nos propres sujets contre nous, » dit Takmor d'un ton sombre. « Non pas par la conquête, mais par la conversion. Des espèces qui ont servi le dominion pendant des siècles se rebellent désormais ouvertement. Pire encore, ils coordonnent leurs actions sur plusieurs systèmes stellaires. Calculateur suprême. La voix mécanique de Z9 perça le bruit de la chambre. Confirmé. Vordan Space rapporte des schémas similaires. Des populations d'esclaves, stables depuis des millénaires, se livrent désormais à une résistance coordonnée. Les modèles mathématiques indiquent que la rébellion se propage plus vite que notre capacité à la contenir. « Comment est-ce possible ?» demanda le sénateur Quartek de la guilde commerciale rigélienne. « Ce sont des espèces primitives, des esclaves. Comment peuvent-ils menacer des gouvernements civilisés ?» Le rire du général Takmor était dur et amer, parce qu'ils ne se battent plus comme des esclaves. Ils se battent comme les humains le leur ont appris, comme s'ils croyaient mériter la liberté. La salle s'ouvrit de voix furieuses, mais Vextara remarqua que certains délégués gardaient un silence inquiétant. Les représentants des territoires de la bordure extérieure, ceux qui gouvernaient par la négociation plutôt que par la force, observaient les débats avec des expressions qui laissaient penser qu'ils avaient vu venir la situation. « Et la Terre elle-même » demanda-t-elle, tranchant le chaos. La planète natale des humains a sûrement été pacifiée. L'expression de Takmor s'assombrit encore. La Terre est problématique. Les forces du commandant Takral ont été renforcées 3 fois. Nous avons maintenant plus de 200 vaisseaux dans le système solaire, soutenus par des forces terrestres capables de conquérir des systèmes stellaires entiers. Et les humains continuent de se battre. Chaque ville détruite devient un symbole qui inspire 10 nouvelles cellules de résistance. Chaque humain tué devient un martyr dont l'histoire se propage à travers leur réseau de communication. Nous ne gagnons pas une guerre. Nous créons un mythe. La vérité était encore pire que ce que Takmor était prêt à admettre en public. L'armée des Krex, entraînée pour des victoires rapides et décisives, était prise au piège d'une guerre d'usure acharnée qui jouait sur les plus grandes forces de l'humanité. Les humains n'avaient pas besoin de gagner des batailles. Il leur suffisait d'y survivre suffisamment longtemps pour apprendre de leurs erreurs, et ils apprenaient plus vite que les Krex ne pouvaient s'adapter. « Qu'en est-il des prisonniers humains dispersés ?» demanda le conseiller Nexivari du collectif Epsilon. Les séparer de leur monde natal a certainement brisé leur coordination. Le calculateur suprême Zetet-9 a traité cette question avec une précision mécanique avant de répondre que la stratégie de dispersion avait échoué de manière catastrophique. L'analyse indique que les prisonniers humains ont non seulement maintenu leur résistance, mais l'ont exportée vers d'autres espèces. Une certitude mathématique impossible suggère le contraire. Les prisonniers humains se sont intégrés aux populations d'esclaves locales sur 47 mondes répartis sur 3 territoires galactiques différents. Dans tous les cas, des populations d'esclaves jusque-là dociles ont commencé à se rebeller dans les 6 mois suivant le contact humain. Vexitara sentit une froide certitude s'installer en elle. Les stratégies élégantes qui avaient maintenu l'ordre galactique pendant des millénaires s'effondraient sous ses yeux, et elle commençait à comprendre pourquoi. « C'est l'idéologie », dit-elle doucement, ces mots résonnant dans la salle soudain silencieuse. « Il ne propage pas de tactique militaire, il propage des idées. » L'ancien Kedvar avait tenté de les avertir, mais le Conseil s'était montré trop arrogant pour les écouter. Les prédécesseurs avaient affronté la même menace 50 000 ans plus tôt,
et avait choisi l'extinction plutôt que l'adaptation. La civilisation galactique actuelle allait apprendre la même leçon. On peut contrer les idées par de meilleures idées, protesta le sénateur Quartek. Nous offrons la civilisation, l'ordre et la prospérité sous une direction appropriée. Que peuvent offrir les primitifs qui puissent rivaliser avec cela? La réponse est venue d'une source inattendue. Un petit écran près du bord de la chambre s'alluma, diffusant une transmission en provenance des territoires de la bordure extérieure. Le visage qui apparut était celui du gouverneur Alixtar de la coalition Harmonie, l'un des rares gouvernements galactiques à gouverner par la coopération plutôt que par la domination. « Conseiller », dit Alixtar, sa voix résonnant dans la salle sans invitation. « J'apporte un message de l'Alliance des mondes libres. »« Le quoi ?» demanda Vextara. « L'Alliance des mondes libres », répéta calmement Alaxtar. 47 mondes qui ont choisi de quitter leurs empires respectifs pour former un nouveau gouvernement fondé sur les principes de coopération, d'égalité et d'entraide. Je transmets une notification officielle de notre indépendance vis-à-vis de toutes les autorités galactiques actuelles. La salle fut plongée dans le chaos lorsque les délégués comprirent ce qu'ils entendaient. Près de 50 mondes, représentant des milliards d'êtres, s'étaient tout simplement déclarés libres de l'ordre établi. « Vous n'avez aucune autorité », rugit le général Takmor. « Le domaine Krek ne reconnaît pas votre prétendue indépendance. »« C'est votre choix, général, » répondit calmement Alaxtar. « Mais sachez que notre nouveau gouvernement comprend plusieurs anciens mondes Kreks, 3 systèmes vortins et 12 colonies xylitiennes. Ils ont voté pour nous rejoindre librement, après que leurs populations ont décidé de privilégier la coopération à la conquête. Le monde de Vexitara semblait s'écrouler sous ses pieds. Voter? Les espèces ne votent pas pour leur gouvernement. L'ordre vient de l'autorité compétente. Conseiller, dit doucement Alextar. C'est exactement le genre de raisonnement qui a conduit à cette situation. Les gens ne veulent pas être gouvernés, ils veulent être représentés. Les humains ne nous ont pas appris à combattre vos empires. Ils nous ont appris à construire pour être représentés. Les humains ne nous ont pas appris à combattre vos empires. Ils nous ont appris à construire quelque chose de meilleur. La transmission se poursuivit pendant 1 heure, Alextar expliquant la structure de leur nouvelle alliance. Des représentants élus par le vote populaire, des ressources partagées en fonction des besoins plutôt que du pouvoir, des décisions prises par consensus plutôt que par domination. C'était tout ce que l'ordre galactique établi avait été conçu pour empêcher. Lorsque la transmission s'interrompit, la chambre du Conseil se trouva plongée dans un silence stupéfait. Pour la première fois dans l'histoire galactique, une part importante de l'espace civilisé avait tout simplement choisi de se retirer du système existant. Réponse militaire? Demanda le général Takmor, d'une voix qui manquait de son assurance habituelle. Avec quelle force? Répliqua amèrement Vextara. La moitié de nos flottes est occupée à combattre des rébellions sur nos propres mondes. L'autre moitié est nécessaire pour maintenir le contrôle des territoires que nous détenons encore. Le calculateur suprême Z9 analysa la situation stratégique avec une précision mécanique. Une action militaire contre l'Alliance des mondes libres nécessiterait l'engagement de 73% de nos forces combinées. La probabilité de succès est estimée à 30 et 1%. Le coût, les ressources et les pertes dépasseraient la valeur des territoires concernés. Les calculs étaient clairs. Ils ne pourraient pas gagner une guerre contre des gens qui n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner. Il devait y avoir une autre solution, insista le sénateur Quartek. Négocier directement avec les humains. Découvrir ce qu'ils veulent. On peut sûrement les acheter ou les convaincre d'abandonner leur rébellion. Ils nous ont déjà dit ce qu'ils voulaient, fit une nouvelle voix depuis l'entrée de la salle. Tous les regards se tournèrent pour voir l'amiral Shen Wei, du commandement spatial des Nations Unies, entrer dans la salle, flanqué d'une garde d'honneur composée d'humains, de Karati, de Valkyries et de dizaines d'autres espèces. Son uniforme portait l'insigne de l'armée terrestre, mais les êtres qui l'accompagnaient n'en portaient aucun. C'étaient des civils, des représentants de l'Alliance des mondes libres. « Comment êtes-vous arrivés ici ?» demanda Vexitera. Xantari Prime est protégé par le réseau de défense le plus avancé de la galaxie. L'amiral Chen sourit. Votre réseau de défense a été conçu pour stopper les flottes d'invasion, conseiller. Votre réseau de défense a été conçu pour stopper les flottes d'invasion, conseiller.
Il n'a pas été conçu pour arrêter une mission diplomatique invitée par la moitié de votre population. La terrible vérité est apparue au grand jour lorsque les rapports de sécurité ont afflué. Le réseau de défense n'avait pas échoué. Il avait été fermé par ses propres opérateurs, des citoyens Antari qui avaient décidé d'entendre ce que les humains avaient à dire. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de la souveraineté galactique, gronda le général Takmor en brandissant son arme de poing. Même les hiérarchies rigides des puissances mineures se transformaient en gouvernement représentatif. C'est fini, dit Vexitara, ces mots chargés de finalité résonnèrent dans la salle. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons préservé, tout cela prend fin. Non, conseiller, dit doucement Helena, tout cela commence. La dissolution officielle du Conseil galactique prit 3 jours, non pas à cause de la complexité bureaucratique, mais parce que tant d'êtres voulaient assister au moment où des milliers d'années de régime autoritaire prenaient enfin fin. La cérémonie se déroula dans la même salle où l'ancien Ketfar avait lancé son avertissement. Des représentants de centaines de mondes assistèrent au transfert officiel de l'autorité du Vieux Conseil au nouveau congrès de l'Alliance. Une instance où chaque monde, quelle que soit sa taille ou sa puissance, aurait une voix égale. La haute conseillère Vexitara se tenait à l'estrade pour la dernière fois, ses 4 yeux reflétant les lumières des flèches de cristal qui symbolisaient autrefois l'ordre galactique. Autour d'elle, les délégués attendaient ses derniers mots en tant que représentante de l'ancien système. « J'ai passé toute ma vie à croire que la civilisation exigeait une hiérarchie », commença-t-elle, sa voix résonnant clairement dans la salle. « Je crois que certains êtres étaient naturellement faits pour gouverner, tandis que d'autres étaient destinés à servir. Je crois que l'ordre ne pouvait venir que d'en haut. » Elle marqua une pause, observant la foule hétéroclite d'êtres rassemblés pour assister à ce moment. Des humains étaient assis à côté de Karati. Des délégués Valkyrie discutaient tranquillement avec des représentants zéphiriens. Des espèces ennemies depuis des millénaires travaillaient ensemble pour planifier leur avenir commun. « J'avais tort, » poursuivit-elle. Le véritable ordre ne vient pas d'une autorité imposée d'en haut. Il naît d'une coopération librement choisie par des égaux. Les humains ne nous ont pas vaincus grâce à des armes supérieures ou à de meilleures tactiques. Ils nous ont vaincus en nous montrant une meilleure façon de vivre. Helena Vasquez, désormais représentante de la Terre au Congrès de l'Alliance, se leva et s'adressa directement à l'ancien haut conseiller. « Conseiller Vexitara, la Fédération xylitienne vous a demandé de devenir son conseiller culturel auprès de l'Alliance. Votre connaissance de l'histoire galactique et votre expérience diplomatique seraient des atouts précieux pour notre nouveau gouvernement. Tu me confierais une telle responsabilité, après tout ce que j'ai représenté ? Nous te ferions confiance pour nous aider à construire quelque chose de meilleur que ce qui a existé auparavant, » répondit Helena. « C'est ça l'alliance, la rédemption, la coopération et la conviction que chacun mérite une seconde chance. » Le général Takmor, qui avait passé 3 jours à se débattre avec sa conscience, finit par s'avancer. « Amiral Chen, dit-il solennellement, je demande la permission de retourner dans l'espace de Krek et de servir la Nouvelle République. » « Permission accordée, » répondit le général Chen. « Je dois cependant vous prévenir. Votre nouveau travail sera bien plus difficile que l'ancien. Il est plus facile de gouverner par la peur que par le consentement. » Les mandibules de l'ancien commandant de Krek claquèrent, comme s'il s'agissait d'amusement. « Amiral, j'ai passé 6 mois à tenter de conquérir la Terre et j'ai échoué. Je pense pouvoir relever le défi de servir les citoyens de Krek au lieu de les dominer. Calculateur suprême. » Z9 secondes approcha du podium avec une précision mécanique, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, quelque chose qui suggérait que ses calculs l'avaient conduit à des conclusions qui surprenaient même son esprit mathématique. Représentant du Congrès de l'Alliance, a-t-il déclaré officiellement, le Commonwealth Vorta demande une assistance technique pour la transition d'une économie esclavagiste vers une économie coopérative. Nos modèles mathématiques indiquent d'importantes pertes d'efficacité à court terme pendant la période de transition. Nous apporterons notre aide dans la mesure de nos possibilités, lui a assuré Helena. Mais, calculatrice, sache que les pertes d'efficacité sont temporaires. Nos modèles montrent que les économies coopératives sont en réalité plus productives à long terme que les économies coercitives. Comment est-ce possible ? La coercition garantit le respect des règles. Helena sourit. Parce que les gens travaillent plus dur lorsqu'ils travaillent pour eux-mêmes que lorsqu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. C'est la différence entre faire le minimum requis et faire de son mieux. À la fin de la cérémonie,
des représentants de toute la galaxie ont commencé à planifier l'avenir. Des accords commerciaux fondés sur le bénéfice mutuel plutôt que sur l'exploitation. Une coopération scientifique favorisant le partage libre des connaissances plutôt que leur accaparement. Des programmes d'échange culturel célébraient la diversité plutôt que d'imposer l'uniformité. Plus important encore, ils ont commencé à planifier des mesures de protection pour garantir que le nouveau système ne deviendrait jamais aussi rigide et oppressif que l'ancien. Des élections régulières, la limitation des mandats, la protection constitutionnelle des droits des minorités et surtout, le droit absolu de tout monde à quitter l'Alliance s'il le souhaite, dès que nous cesserons d'être un choix. L'amiral Shen a déclaré aux représentants réunis que nous deviendrions un empire parmi d'autres. Et les empires finissent toujours par s'effondrer. 3 ans plus tard, Elena Vasquez se tenait sur le pont d'observation du vaisseau amiral de l'Alliance, l'Harmonie, observant la Terre par le hublot, tandis que le vaisseau se préparait au départ. Le monde bleu avait la même apparence que d'habitude, mais tout le reste avait changé. Archer, le monde bleu avait la même apparence que d'habitude, mais tout le reste avait changé. La flotte Krex avait disparu, remplacée par une force opérationnelle conjointe de l'Alliance humaine dédiée à l'exploration et au contact pacifique avec de nouvelles espèces. Les installations orbitales, autrefois forteresses militaires, étaient désormais des stations de recherche et des installations diplomatiques. Plus importante encore, la Terre n'était plus seule. L'Alliance comptait désormais plus de 3000 mondes, et de nouveaux membres s'y joignaient chaque mois, à mesure que la rumeur se répandait qu'il existait une alternative aux anciens systèmes de domination et de contrôle. Des regrets ? Demanda l'amiral Chen en rejoignant Elena à la fenêtre. De quoi ? De la tournure des événements. Nous avons commencé ce combat simplement pour survivre. Maintenant, nous sommes responsables de la moitié de la galaxie. Elena réfléchit attentivement à la question. Aucun regret quant au résultat, dit-elle finalement. Mais je me demande parfois ce qui serait arrivé si le Conseil avait écouté l'avertissement des anciens, s'il nous avait abordé d'égal à égal au lieu de chercher à nous conquérir. Tu crois que ça aurait été différent ? Je pense que nous aurions atteint la même destination par un chemin bien moins douloureux, répondit Elena. Mais être que certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. L'amiral Shen hocha la tête. Le corps des explorateurs signale des contacts avec 17 nouvelles espèces dans la bordure extérieure, toutes primitives selon nos critères, mais montrant des signes de développement du vol spatial au cours des prochains siècles. Quel est le plan d'approche ? Comme toujours, contact pacifique, échange culturel et invitation à rejoindre l'Alliance dès qu'ils seront prêts. Aucune conquête, aucune coercition, aucune tentative de guider leur développement pour leur propre bien. Elena sourit. L'ancien serait fier. Nous avons retenu la leçon, même si cela nous a pris plus de temps que prévu. L'Harmonie a quitté l'orbite terrestre, emportant son équipage mixte, composé d'humains et d'extraterrestres, vers les régions inexplorées de la galaxie. Derrière eux, l'Alliance continuait de grandir. Un monde à la fois, grandir un monde à la fois, un choix à la fois. Dans les ruines de l'ancienne salle du Conseil sur Zentari Prime, le pilier des archives pulsait tranquillement avec des souvenirs stockés au plus profond de sa matrice de cristal. L'image de l'ancien Ketavar apparut brièvement comme s'il vérifiait les enfants qu'il avait essayé de guider il y a si longtemps. L'espace d'un instant, le visage antique exprima une sorte de satisfaction. L'avertissement avait été donné, la vérité avait été dite, et enfin, après 50 000 ans, quelqu'un avait écouté. Les humains étaient bel et bien invincibles, non pas grâce à des armes supérieures ou à une technologie avancée, mais grâce à la simple conviction radicale que tous les êtres méritaient liberté et dignité. L'image de l'ancien s'estompa dans ma mémoire, ne laissant derrière elle que la douce lueur du cristal et l'écho d'un rire. Non pas le rire moqueur du Conseil qui avait ignoré son avertissement, mais le rire joyeux d'êtres qui avaient découvert que la coopération était plus forte que la conquête. La vérité les avait libérés, et la liberté, comme il s'avéra, était bel et bien contagieuse.